Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19 h à Kinshasa, l'heure de votre première édition vespérale sur nos antennes. Une édition que nous présentons dans un contexte de deuil. À la fin de ce journal, vous suivrez le programme des obsèques de notre directeur général, Ernest Ilunga Kabila. Mais avant cela, l'actualité. Verrouiller l'accès aux fonctions de souveraineté, c'est la clé de cette proposition de loi proposée par l'honorable Ntingi Pouloulou. Elle vise l'occupation de ce poste par un Congolais de père et de mère. Initiée par Noël Tchani, la loi de la Congolité a été réceptionnée ce matin au secrétariat général de l'Assemblée nationale. D'autres détails avec Sylvie Mouembo. Elle a fait trop de bruit avant son dépôt. La proposition de loi sur la Congolité, portée par le député national Ntingi Pouloulou en présence de son notaire Noël Tchani, a été officiellement réceptionnée à l'Assemblée nationale ce jeudi 8 juillet 2021. Selon son auteur, elle permet, si elle est adoptée, aux potentiels candidats aux hautes fonctions d'être congolais des pères et des mères. C'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes comme président de la République. C'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Nous voulons nous assurer qu'à ce niveau de responsabilité, qu'on ait des chefs d'État qui soient 100% loyaux à la République démocratique du Congo et qui prennent toutes les décisions totalement en faveur du peuple congolais. C'est ça la justification de cette loi. Sortons de l'hypocrisie. On va reconnaître que la nationalité congolaise, elle est irrévocable. On est né congolais, on vit congolais, on meurt congolais, on est enterré congolais. Mais si vous allez à l'étranger, vous obtenez une nationalité quelconque. Nous appelons ça des papiers pour vivre dans ce pays ou bien pour travailler dans ce pays d'accueil. Vous pouvez travailler là-bas. Le jour que vous revenez en République démocratique du Congo, à l'aéroport d'Indili, vous présentez le passeport congolais, nous vous reconnaissons comme étant l'un de nôtres. Vous êtes dans votre pays. Cette proposition de loi sur la Congolité sera mise en examen approfondi au niveau de la commission politico-administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement avant son adoption au niveau de l'Assemblée plénière. Parlons de la population sinistrée de Goma. Ces sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo ont bénéficié d'une assistance humanitaire des Sowers of Congo d'hier. De vivres et non-vivres leur ont été distribués à Kibali, au nord Kivu. C'était en présence de nos confrères de la RTNC Goma. L'ONG Sowers of Hope, ce maire de sport français, est venu en aide à des milliers de sinistrés de la récente éruption volcanique du samedi 22 mai 2021 territoire de Nyiragongo. Avec l'appui de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, cette assistance a été remise ce jour aux sinistrés du camp provisoire de l'épée Boudjoga à Kibati dans le territoire de Nyiragongo. L'objectif de cette assistance était de toucher plus de 1000 ménages vulnérables et touchés par l'éruption volcanique. Pour les chefs de programme de Sowers of Hope, cette assistance est destinée aux personnes ayant perdu leur maison et tous leurs biens au cours de cette éruption volcanique, mais également il s'est agi de prendre en considération les degrés de vulnérabilité des sinistrés, entre autres les personnes vivant avec handicap, les personnes de troisième âge, les femmes allaitantes, les femmes enceintes et toute autre catégorie de personnes vulnérables. Pour l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, il faut témoigner son amour aux personnes en besoin et leur venir en aide, car c'est ce qui constitue un vrai acte d'amour et de compassion. Gaspard Roukizé, chef des des sinistrés de l'épée Boudjoga de Kibati, a pour sa part loué cette action qui vient répondre aux besoins en manque de vivres qui étaient ressentis dans ces camps depuis sa mise en place. Ayant tout perdu lors de l'éruption volcanique, les sinistrés bénéficiaires de cette assistance ont remercié sincèrement cette action de Sowers of Hope et ont exprimé leur joie immense. Merci. Depuis l'éruption volcanique, nous n'avons jamais eu une telle assistance. Merci beaucoup. Je suis très content de cette nourriture que je viens d'avoir, car les enfants vont encore manger aujourd'hui depuis l'éruption volcanique. Les kits distribués aux sinistrés étaient constitués de vivres, notamment des sacs de riz, sacs de farine de maïs, bidons d'huile, les haricots et du sel.
Toujours dans l'optique de secourir cette population sinistrée, Polesana Goma, c'est la nouvelle campagne de collecte de fonds lancée par le Haut Commissariat pour le réfugié avec l'appui de Vodacom Congo. Un reportage de Eric Kabamba Kongolo. Une courte vidéo de près de 2 minutes décrivant en détail tous les calvaires qu'endurent certaines victimes de l'éruption volcanique de Goma a captivé l'attention de toute l'assistance réunie aux installations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Une vive émotion que personne ne pouvait cacher. Préoccupé par cette situation critique et en réponse à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État, la société Vodacom Congo et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ont lancé une grande campagne de collecte des fonds dénommée Polesana Goma pour venir en aide aux sinistrés. 9000, c'est le numéro de compte M-Pesa que Vodacom Congo a mis à la disposition du Haut Commissariat pour les réfugiés chargé de gérer au quotidien le fonds de cette campagne. Les fonds collectés par le HCR serviront à l'achat de kits de survie et de matériaux pour la construction des abris d'urgence tels que des bâches, des couvertures, des matelas, des articles sanitaires, de la nourriture et j'en passe. Prêchant par l'exemple, Vodacom Congo a remis séance tenante un chèque de $50 000 au HCR pour une première intervention sur le site. Un appel est donc lancé à toute personne qui voudra contribuer pour assister les déplacés de Nyiragongo qui se trouvent sans toit, sans ressources, perdant tout espoir d'un lendemain meilleur. Secours à la population de Goma, la paix pour la population de la province de l'Ituri. Nous y sommes. Évaluer les différents projets d'exécution en cours dans les territoires de Djougou et Ituri était le but de la réunion technique de la stratégie internationale à la stabilisation d'unités d'appui présidée par le gouverneur militaire de l'Ituri, Benjamin Alongaboni. C'est Lemani Junior pour le compte de la Radio-Télévision nationale congolaise. Je déclare ouverte la séance du travail de ce jour. Je vous remercie. Édifier l'actuelle administration militaire de l'Ituri d'avoir des informations nettes pour la consolidation de la paix dans cette partie du pays. Voilà ce qui justifie l'organisation de cette réunion des partenaires de mise en œuvre de différents projets de stabilisation dans les territoires de Djougou et du Roumu. Au cours de cette réunion, il a été question de passer au peigne fin les réalisations à mi-parcours de tous ces programmes, tout en relevant le défi à relever. Pour sa réussite, Jean-Marc Maziou, chargé des missions sortantes de Starek en Ituri, pense que l'avènement du programme de DRC institué par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo permettra de créer des conditions favorables de paix dans cette province. Bon, ce qui est sûr, à ce qui concerne les actions avec les communautés, restauration de l'autorité de l'État, il y a des avancées significatives dans ce sens-là. Mais pour le moment, nous avons compris aussi, ensemble avec toutes les parties, que l'état de siège en soi reste une opportunité pour l'éradication des groupes armés. Donc, nous pensons ce qui manquait est déjà là. Présent à cette rencontre au nom du gouverneur de province, Johnny Luboyan Kachama, le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin, a tout d'abord rendu un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir décrété l'état de siège en Ituri pour les retours de la paix dans cette partie du pays, avant d'inviter les partenaires de l'exécution d'œuvrer pour l'intérêt général de la population. C'est dans le souci majeur de redynamiser de façon rationnelle et cohérente toutes les actions de la stabilisation destinées à soutenir la consolidation de la paix, à promouvoir la non-violence et le bien-être de la population en zone de conflit, notamment la province de l'Ituri. Nous devons ici nous mettre d'accord que la tenue de cette réunion du comité technique conjoint a toute sa raison d'être et qu'elle est très capitale. Signalons que les territoires de Djougou et du Roumu sont concernés par ces projets de stabilisation dans les volets dialogue démocratique, la sécurité, la restauration de l'autorité de l'État, la relance socio-économique ainsi que la dynamique femme pour un montant de plus de 3 millions de dollars américains pour le site du territoire du Roumu et plus de 6 millions de dollars américains pour le territoire de Djougou. Au nom de monsieur le gouverneur de province et disons close la séance de ce jour. Je vous remercie. Pendant ce temps à Kinshasa, clarifier les compétences des juridictions civiles et militaires, adopter le mécanisme de facilitation de déploiement des magistrats et personnels judiciaires, telles sont les modalités pratiques de mise en œuvre de l'état de siège. Ces sujets étaient débattus au cours d'une journée de réflexion présidée par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutomboke. C'est Monique Mavungu nous en parle. Le
L'objectif de cette journée de réflexion est de permettre aux juridictions et offices de province du Nord Kivu et Ituri de fonctionner dans les limites tracées par l'ordonnance du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie de la RDC et ce, conformément à l'article 156 de la Constitution. Il s'agit aussi de clarifier les compétences des juridictions civiles et militaires de ces provinces. La ministre d'État à la Justice, Rose Mutombo Kiese, s'est dite préoccupée du fonctionnement de la justice dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Cela est dû à l'insuffisance du judiciaire et à la fermeture des juridictions et offices civils. Le premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu précise. Nous avons réfléchi sur cette question de la paralysie des juridictions civiles dans les deux provinces concernées par l'état de siège. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ces juridictions civiles doivent reprendre des activités. Aussi, nous avons réfléchi sur les modalités de déploiement des magistrats pour qu'ils puissent couvrir justement les activités judiciaires dans ces deux provinces. Par la suite, la patronne de la justice, Rose Mutombo, s'est entretenue avec le comité international de la Croix-Rouge. Les échanges ont tourné autour des projets que les deux parties souhaitent mettre en place au niveau de la gestion des infrastructures, de l'alimentation des milliers carcéraux. Et dans la partie centre du pays, des maisons détruites, bâtiments administratifs emportés par une pluie torrentielle qui s'est abattue dans cette province le samedi dernier. Et les leaders de cette communauté vivant ici à Kinshasa ont à l'issue d'une réunion tiré la sonnette d'alarme. Un reportage de Serge Mata. Qui s'est abattu dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021 sur la commune rurale de Luebo dans les territoires qui portent les mêmes noms au Kasaï a une fois de plus causé d'importants dégâts matériels. Un constat alarmant, les vents violents qui accompagnaient cette pluie diluvienne a emporté des toitures de plus de 300 maisons d'habitation. Cette école primaire et secondaire, des bâtiments administratifs, hôpitaux et centres de santé ainsi que quelques églises ont été endommagées. Les victimes de cette catastrophe naturelle passent désormais la nuit à la Belle Étoile, tandis que les élèves et malades, eux, ne savent plus à quel sens se vouer en cette période de lutte contre la troisième vague de Covid-19. Les leaders de cette communauté de Luebo ont lancé à partir de Kinshasa un appel vibrant à toutes les personnes de bonne volonté et aux autorités compétentes afin de voler au secours de cette population se trouvant dans une situation difficile, et ce, par la réhabilitation des maisons et autres bâtiments endommagés. Le territoire de Luebo se trouve abandonné à son triste sort. Ainsi, nous demandons au président de la République, le chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, de s'impliquer pour assister la population victime de cette catastrophe naturelle, tenir compte de la représentativité dans les institutions. Une autre catastrophe du genre avait dévasté la cité d'Njokopunda dans le même territoire de Luebo, au Kasaï, en 2019. Plus de 400 morts étaient enregistrés, mais les victimes de cette catastrophe continuent à ce jour à attendre l'assistance du gouvernement tant national que provincial. Quittons le Kasaï pour le Congo central et arrêtons-nous un moment à Matadi pour constater la difficulté de la conservation de corps sans vie. L'unique morgue de Matadi ne fonctionne presque plus à cause d'une panne technique. Pendant ce temps, comment la population se débrouille-t-elle? La réponse dans ce reportage. La croissance démographique que connaît de plus en plus la ville de Matadi affecte négativement quelques domaines. En santé, par exemple, la morgue de l'hôpital général de référence de Kinkanda, l'unique jusqu'ici opérationnel dans cette ville rocailleuse montagneuse qui compte actuellement plus de 400 000 habitants, avait été construite pour recevoir 35 corps. Aujourd'hui, elle en reçoit plus de 150, surtout lorsqu'on sait que les agglomérations environnant Matadi, Sekebanza, Kinzanvouete, Inga, Ndouizi et autres n'ont pas de morgue. Un tiroir prend 3 à 4 corps superposés, d'autres exposés à même le sol et dégagent des odeurs nauséabondes. Cette situation malheureuse qui inquiète les bonnes consciences préoccupe au plus haut point le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Jean-Claude Wembalou Zamba, envisage une thérapie rapide. Le problème qui se passe ici, j'en ai déjà parlé avec son excellence, monsieur le gouverneur de la province. Personne n'est contre cette morgue. Mais les riverains, à un moment, ont refusé que la morgue puisse fonctionner. L'élu du Congo central, le sénateur Badou Abadou, voit l'urgence d'en construire une autre.
Quand j'ai vu que le problème de Kinkanda, il y a toujours des problèmes pour le corps, j'ai décidé depuis il y a 6 mois de faire quelque chose à ma terre. Et c'est pourquoi je suis venu voir les autorités pour qu'on puisse me trouver un endroit pour faire ça. Bien avant, le président de l'organe délibérant avait présidé une séance de travail avec les parties prenantes pour trouver une alternative face à cette problématique. Connue comme une commune minière dont les enfants s'adonnent ou sont exploités dans le carré minier, la donne va bientôt changer et de nouvelles écoles techniques seront construites dans la commune rurale de Fungurume. La première pierre de construction a été posée hier par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini. Voir la province du Lualaba dotée des infrastructures dignes de la capitale mondiale du cobalt est le cheval de bataille du gouverneur intérimaire. Fifi Masuka Saini ne cesse d'inviter ses collaborateurs à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'autorité provinciale a présidé la cérémonie du lancement du projet de construction et d'aménagement de la place Mukonto au quartier Lukeka, cellule camp sentier, non loin de la route nationale numéro 39, dans les territoires de Lubudi. Masuka Saini Fifi se fait accompagner des députés provinciaux et membres de l'exécutif provincial. Bien avant la pose de la première pierre, la femme numéro 1 de la province du Cobalt a suivi attentivement les explications du chef des chantiers sur ce que sera la matérialisation du projet. Juste après, le gouverneur Aïd du Lualaba et sa suite étaient au quartier d'Ipeta, cellule Kabila 2, pour donner le coup d'envoi de la construction de l'Institut technique agricole de Fungurume, une première dans cette contrée. Fifi Masuka a encouragé les bourgmestres de Fungurume pour l'initiative. Il a donc émis le vœu de voir la concrétisation de ces projets le plus rapidement possible en conformité avec la maquette. Un financement total de l'administration communale de Fungurume grâce à la redevance minière. C'est l'entreprise Congo Invest Corporation qui exécute ces travaux. Une cité moderne au respect des normes urbanistiques verra le jour très prochainement dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Les autorités provinciales ont effectué une visite d'inspection sur le site qui vient d'être loti. Un reportage de nos confrères de la RTNC Tanganyika. Voici le nouveau lotissement dans la ville de Kalemi. Ce site est situé au village Lumbwe, à quelques encablures à l'ouest de la ville. Le lancement officiel des travaux de viabilisation de ce site dénommé Bellevue a eu lieu ce mercredi 7 juillet 2021 en présence de plusieurs personnalités. La cérémonie a été présidée par le gouverneur par intérim de la province du Tanganyika, Samba Kayabalamoni, dont l'arrivée à Lumbwe a été chaleureusement saluée par l'ensemble de la population de cette partie de la ville. Après les mots de bienvenue des chefs des groupements Moni et du village Kalunga, ces deux autorités coutumières ont procédé à la bénédiction traditionnelle de ces projets. Le ministre provincial des infrastructures, qui a d'abord rendu hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et salué les efforts de l'autorité provinciale à mettre la population au centre de sa gouvernance, a indiqué que ces travaux réalisés par l'entreprise Tanganyika Maendeleo dans le cadre du partenariat public-privé visent à doter à la population de Kalemi un cadre décent pour l'habitat. Et à bord de la niveleuse, le gouverneur par intérim Samba Kayabalamoni a officiellement lancé les travaux de viabilisation de ces lotissements dont la superficie est de 240 hectares. Ces travaux qui vont s'étendre dans 2 mois vont consister à tracer les routes, les avenues ainsi que poser les bornes. La création de ces nouveaux lotissements va énormément contribuer à l'extension et au développement de la ville de Kalemi, ce qui est motif de fierté pour la population de Kalemi. 47 320 agents de la fonction publique ont été recensés, personnel non payé, y compris les nouvelles unités sur toute l'étendue de la République. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao, a échangé avec la délégation de la Direction générale des ressources humaines de la fonction publique pour examiner cette situation et puis prendre des mesures appropriées pour le paiement de ces agents. Nadine Kilocho et Cédric Nina. Lancement imminent du processus de mécanisation des agents non payés, la régularisation de nouvelles unités ainsi que les agents non recensés au sein de l'administration publique. C'est le vœu du gouvernement Samalou Kondé, tel qu'exprimé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Convoqué par le patron de la fonction publique pour lui fournir les statistiques sur le nombre réel de ces fonctionnaires non payés.
Le directeur des ressources humaines qui a soumis son rapport a fait savoir que 47 320 agents se trouvent dans la situation de non payés, hormis les nouvelles unités et les non recensés. Séance tenante, les directives ont été données par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, pour la résolution du problème. On doit de maintenant s'y mettre de manière à ce que, lors de la conférence budgétaire, communiquer ça auprès du ministère du budget, de manière à ce que cette situation puisse être prise en compte dans l'exercice budgétaire 2022. Dans un autre registre, Jean-Pierre Liaou a présidé la réunion du processus de validation du document macro-processus qui a installé un logiciel informatique sur la maîtrise des effectifs à la fonction publique. Ce document commun des experts congolais et tunisiens révisité et validé est attendu le 20 juillet prochain. Il vise l'installation d'un logiciel informatique pour la maîtrise des effectifs de la fonction publique. Sa validation a connu du retard suite à la perturbation due à la Covid-19. Solliciter l'implication du ministère en charge de relations avec le Parlement en vue d'un rapprochement entre la représentation des autorités traditionnelles et les instances parlementaires, telle est la démarche menée par le représentant des chefs coutumiers. Représentée par le grand chef Nyamaoukou et Tambo Kwangov, cette délégation a ouvertement sollicité l'implication personnelle du ministre de Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, pour favoriser le renforcement de liens et de développer la proximité entre le parlementaire et les chefs coutumiers qui sont tous les représentants du peuple. Ces autorités traditionnelles ont en outre rappelé leurs facilitateurs auprès du gouvernement d'avoir une oreille plus attentive aux différentes préoccupations de la population. La délégation des autorités traditionnelles de Léopoldville a aussi évoqué la question relative à la réhabilitation de routes qui relient Kinshasa à d'autres provinces. Tozana mission ya kokutana na mama ministre po asololaka pena ba député na biso pour que awa ndenge baziba vacances parlementaires. Nous sommes très contents de rencontrer Madame la ministre pour lui transmettre nos préoccupations multiples au sein du gouvernement central, entre autres la réhabilitation de la route en desserte agricole. En ce qui la concerne, la ministre chargée de relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé, a rassuré à ses hôtes de son implication personnelle pour améliorer les liens existants entre les autorités traditionnelles et les parlementaires. Augmenter la couverture de la fibre optique au pays nécessite l'implication de 3 géants de la technologie comme GESMA, Orange, Huawei, qui se sont d'ailleurs montrés favorables à apporter la 5e génération en RDC. Le ministre de Pétentik, Kibasa Maliba, a convaincu ses partenaires lors de sa mission en Espagne à Barcelone, nous dit Nono Mansikou. Après avoir assisté à l'ouverture officielle du programme ministériel de l'Association des opérateurs de la téléphonie mobile GSMA, le ministre congolais des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Pétentik a eu une série d'échanges avec les organisateurs de la GSMA, les responsables des Orange et Huawei, ainsi qu'avec les directeurs des stratégies et business développement du groupe Sotec. Avec les responsables de la GSMA, les échanges ont tourné autour de la 5e génération et du projet RAM. Ces derniers ont exprimé leur volonté d'amener la 5G en RDC, mais au préalable, il faudra d'abord libérer certaines fréquences pour être en mesure d'apporter cette technologie, a indiqué le ministre Kibasa Maliba. La GSMA a proposé les ateliers virtuels et les séances de formation sur les fréquences pour amener les techniciens congolais à plus d'efficacité. Par la suite, Augustin Kibasa Maliba a eu une réunion avec les responsables de la société Orange avec à sa tête Madame Marianne Brunat, la directrice business développement des infrastructures d'Orange. Les deux personnalités ont évoqué la possibilité d'augmenter la couverture de la fibre optique en République démocratique du Congo. Le numéro 1 des Pétentik a clôturé ses audiences avec les responsables de Huawei, cette entreprise partenaire de la RDC qui est déterminée à accompagner les pays en lui fournissant les services de connectivité de qualité en vue de soutenir son économie numérique.
Toujours en actualité, 1 million d'euros, c'est l'enveloppe que la France vient de disposer pour la réussite du 9e jeu de la francophonie prévu au mois d'août 2022 à Kinshasa. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga est informé par l'ambassadeur de France accrédité en RDC, François Pujolas, lors d'une réunion sur les préparatifs de la 9e édition. Yvette Makuntima nous en parle. Et en prévision des Jeux de la francophonie prévus au mois d'août 2022, la France se prononce en disposant une enveloppe de près d'1 million d'euros pour la réussite de ces Jeux des hautes portées internationales, les 9e du genre. Le diplomate français en poste à Kinshasa, François Pujolas, est venu annoncer cette nouvelle au ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Mazenga Mukanzu. Le président Tshisekedi a souhaité affirmer justement ce retour en quelque sorte de la RDC dans la famille francophone par la candidature qui a été acceptée. J'ai reçu à cet égard les informations du ministre. Je l'ai rassuré sur la volonté de la France avec ses autres partenaires francophones de soutenir les démarches et le travail qui est engagé au niveau congolais pour, encore une fois, améliorer la gouvernance et accélérer le processus de préparation. J'ai à nouveau tenu à féliciter le ministre pour ses nouvelles fonctions. Effectivement, il avait réussi au transport et je suis persuadé qu'il réussira dans ses nouvelles fonctions sur l'intégration régionale et la francophonie. Pour l'occasion, les diplomates français a salué la détermination du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour bâtir au cœur de l'Afrique francophone un grand pays avec un rôle prépondérant et déterminant dans l'espace francophone. Plusieurs chefs d'entreprise françaises sont annoncés à Kinshasa dans les tout prochains jours pour conférer plus de relief à ces grands rendez-vous. Le vol de câbles électriques dans le Haut-Katanga, cette situation préoccupe les autorités provinciales et cherchent par tout le moyen pour stopper ces phénomènes en vue de desservir convenablement la population en énergie électrique. Pour ce, le ministre provincial des Affaires sociales du Haut-Katanga rencontre le ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mouansmoukaleng, pour mettre en place une nouvelle politique qui va éradiquer ces phénomènes, nous dit Marie Kalong. Le vol récurrent des câbles électriques perturbe la fourniture en électricité dans la province du Haut-Katanga. Une situation déplorée par le ministre des Affaires foncières et énergie de la province du Haut-Katanga, Cécile Kalabamwewa, qui a rencontré les patrons des ressources hydrauliques et électricité pour lui tenir informé de cette situation qui souvent plonge la province du Haut-Katanga dans l'obscurité. Le Haut-Katanga, c'est quand même grand. Quand vous vous penchez sur les lignes à haute tension délicacée, vous arrangez, vous remettez ce qu'ils ont volé. Le lendemain, le surlendemain, vous apprenez que c'est sur la route Kasumbalesa qu'ils ont volé. Et je vous informe que la semaine passée, j'étais sur la route Kasumbalesa. Il y a au moins 6 pylônes qui sont tombés. Alors, comment c'est tombé? Sûrement que c'est un groupe d'individus, un groupe d'inciviques qui a occasionné cela et ça frise les sabotages. Juste après, Olivier Mouansmoukaleng s'est entretenu avec le directeur général adjoint Afrique centrale de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo pour l'accompagnement de son institution dans ce secteur. Le souci du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouansmoukaleng, est l'amélioration de la desserte en électricité sur l'étendue du territoire national. Du matériel de bureau pour soutenir la mandature du chef de l'État à l'Union africaine. Le vice-ministre des Affaires étrangères a réceptionné demain de la délégation coréenne qui a séjourné à Kinshasa. Doris Mozo, Henri Amouri pour le reportage. La République démocratique du Congo peut compter sur ses amis, en l'occurrence la République de Corée, dont le vice-ministre des Affaires étrangères a séjourné à Kinshasa. Ham Sang-hook a remis un don de son pays au vice-ministre des Affaires étrangères. Sami Adobango Aoko a réceptionné ce lot composé de matériel de bureau au bénéfice de Task Force du ministère des Affaires étrangères chargé d'accompagner la mandature du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de l'Union africaine. Au nom du vice-premier ministre, ministre des Affaires
Affaires étrangères et de la coopération internationale, le vice-ministre a salué à juste titre cette preuve d'amitié. Le musée national de la République démocratique du Congo, dont les bâtiments ont été financés par la coopération coréenne, a reçu les 2 personnalités qui ont pris du temps pour remonter l'histoire magnifique de la République démocratique du Congo. Une rencontre qui témoigne de l'excellence des relations entre les 2 pays. Il faut promulguer la loi organique portant sur le droit des handicapés et autres personnes vulnérables pour leur intégration dans la société. L'honorable Cheo Kitundu a fait un plaidoyer auprès de la ministre des tutelles pour que cette catégorie vulnérable de la population soit portée au niveau national qu'au régional. Reportage. Les échanges entre la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables ont porté sur l'intégration justement de ces personnes vulnérables dans la société à travers la promulgation d'une loi organique portant sur leurs droits. Bon, j'ai tenu à venir personnellement, venir présenter mes civilités à la ministre. Nous avons abordé ensemble la question de l'intégration des personnes avec handicap dans la société. Et pour ça, la ministre m'avait rappelé un projet de loi qui a été déjà voté à la Chambre basse à l'Assemblée nationale. Et j'avais promis à la ministre de m'impliquer pour que ce texte légal soit examiné en priorité. Cheo Kitundu, en sa qualité de notable de Sankourou, est venu faire un plaidoyer auprès de la ministre déléguée sur la situation réelle des personnes handicapées dans sa province. Je voulais transmettre les préoccupations des personnes avec handicap de Sankourou auprès de la ministre, notamment celle de Lumumba-Ville. Et la ministre avait déjà projeté d'organiser une visite dans plusieurs provinces, dont la province du Sankourou. Le sénateur Cheo Kitundu a promis son accompagnement pour que la voix de cette catégorie de personnes soit portée tant au niveau national que régional. Le café de la presse organisé par le PNUD à l'intention des hommes de médias a concerné 3 domaines, à savoir la promotion de la gouvernance, la transformation économique et la stabilisation, et ainsi que la résilience. C'est le représentant du PNUD qui a présidé cette cérémonie à l'hôtel Pullman. Reportage Mamita Bangoulou. Le PNUD a présenté ce jeudi 8 juillet son programme pays à Kinshasa au cours d'un café de presse. Ce programme s'articule autour de 3 domaines d'intervention, comme le dit M. Laurent Boundazingwa, représentant résident du PNUD en RDC. Tout ça, ce sont des témoignages des gouverneurs. Où tu t'assois avec un gouverneur et tu lui fais savoir, parce que nous gérons une date des données, une base de données des intervenants dans le pays. Pour sa part, Lucien Touloutim, leader du pilier gouvernance et consolidation de la paix, a évoqué l'appui que le PNUD apporte au niveau institutionnel de la bonne gouvernance et de l'état des droits. De son côté, François Elika, spécialiste et partenariat du PNUD, a à son tour planché sur le travail au sens du renforcement des analyses de développement pour soutenir les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons structuré cette intervention en 3 axes essentiels. C'est que les PNUD interviennent en République démocratique du Congo en appuyant les efforts du gouvernement dans le domaine de la promotion de la gouvernance, dans le domaine de la transformation structurelle de l'économie, dans le domaine de la stabilisation et la construction de capacité de résilience. Notons que le budget global de ces programmes est de 400 millions de dollars américains à raison d'environ 130 millions de dollars américains chaque année. Et avant de terminer ce journal, voici à présent le communiqué, le programme plutôt des obsèques du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, décédé dernièrement, M. Ernest Kabila Ilunga. Demain 9 juillet 2021, lieu Esplanade Maman Angebi à la RTNC, 8h juste, mise en place terminée, 8h05, arrivée des directeurs de la RTNC, 8h10, arrivée du président du conseil d'administration,
arrivée des mandataires des entreprises et établissements publics, arrivée du directeur général AI de la RTNC, arrivée du secrétaire général à la communication E-Média. 8h15, arrivée des membres du gouvernement. 8h20, mot de circonstance du ministre de la communication E-Média, mot de la famille. 8h30, témoignage. 9h juste, dépôt de gerbes de fleurs. 9h45, fin de la cérémonie. 10h juste, levée du corps et départ pour l'aéroport de Djili. Le corps sera amené à Lubumbashi où l'enterrement est prévu les dimanche 11 juillet 2021 à Lubumbashi au cimetière de Kasangiri. Fête à Kinshasa le 7 juillet 2021, le protocole. C'en est donc fini pour l'actualité de ce soir. Retrouvez à 20h Sandra Nyangui pour la grande édition du journal. Quant à moi, mesdames et messieurs, je vous retrouve demain à 19h pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la télévision nationale congolaise. Au revoir.